Frère, ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait détruire ta vision des femmes pour toujours. Ce sont des vérités si brutales, si obscènes, si contraires à tout ce qu'on t'a enseigné, que Machiavel lui-même a été censuré lorsqu'il a tenté de les publier dans des textes privés qui ne sont sortis au grand jour que des siècles après sa mort. Et après cette vidéo, tu vas comprendre exactement pourquoi la société conspire pour te maintenir dans l'ignorance de ces 5 réalités sur la nature féminine. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant, parce que ce n'est pas du contenu pour les hommes faibles. Si tu préfères vivre dans l'illusion, si tu veux continuer à croire aux mensonges romantiques qu'on t'a vendus, cet endroit n'est pas pour toi. Mais si tu es prêt pour la vérité brutale, sans filtre, sans excuse, alors reste jusqu'à la fin. Mets un like, partage avec des frères qui ont besoin de se réveiller, et prépare-toi à connaître ce que seuls 3% des hommes ne découvriront jamais. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Commençons par la vérité numéro 1, et c'est la plus obscène de toutes. Les femmes n'aiment pas les hommes de la façon dont les hommes aiment les femmes. Écoute-moi bien, parce que ça va faire mal. L'amour masculin est sacrificiel, inconditionnel, basé sur ce qu'elle est. L'amour féminin est transactionnel, conditionnel, basé sur ce que tu peux faire pour elle. Et ce n'est pas qu'elles soient malveillantes, frère. C'est qu'elles sont programmées biologiquement, de manière complètement différente de nous. Quand un homme aime une femme, il est prêt à mourir pour elle. Peu importe qu'elle soit riche ou pauvre, qu'elle ait réussi ou échoué, qu'elle soit jeune ou vieille. Il aime son essence. Mais quand une femme aime un homme, elle aime son utilité, sa capacité à pourvoir, à protéger, à générer un statut social. Et au moment où cette utilité disparaît, son amour s'évapore comme de l'eau dans le désert. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie primitive en action. Laisse-moi te donner un exemple brutal que tu vas reconnaître. Tu connais des couples où l'homme perd son travail, tombe en dépression, traverse une crise. Combien de fois as-tu vu la femme rester fidèlement à ses côtés? Maintenant, pense au contraire. Quand une femme tombe malade, perd sa beauté, traverse des crises, l'homme a tendance à rester. Pourquoi? Parce que l'amour masculin est conçu pour soutenir. L'amour féminin est conçu pour sélectionner. Les études neuroscientifiques montrent que lorsqu'un homme voit la femme qu'il aime, des régions cérébrales associées à l'attachement inconditionnel s'activent, les mêmes qui s'activent lorsqu'une mère voit son enfant. Mais lorsqu'une femme voit l'homme qu'elle est censée aimer, ce sont des régions associées à l'évaluation des ressources et du statut social qui s'activent. Son cerveau est littéralement en train d'évaluer constamment si tu es toujours la meilleure option disponible. Et voici le plus obscène. La société le sait, les psychologues le savent, les chercheurs le savent, mais ils ne te le diront jamais, parce que cela détruirait complètement le récit romantique qui maintient les hommes à travailler comme des esclaves, se sacrifiant pour un amour qui n'a jamais été réciproque en premier lieu. Ils te vendent le fantasme qu'elle t'aime pour qui tu es, alors que la réalité est qu'elle t'aime pour ce que tu fais et ce que tu peux fournir. Vérité obscène numéro 2. Les femmes sont attirées sexuellement par des traits qui indiquent une capacité de domination et de contrôle, et non par la bonté ou le respect. Et cela va directement à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit sur le fait d'être un homme bon. Frère, l'attraction sexuelle féminine ne répond pas à la moralité. Elle répond à des signaux primitifs de pouvoir. Cela a été démontré dans des expériences où des femmes ont été exposées à des profils d'hommes présentant des caractéristiques de personnalité obscure, du narcissisme, du machiavélisme, de la psychopathie légère. Les résultats furent cohérents et perturbants. Les femmes rapportaient significativement plus d'attirance envers ces profils qu'envers des hommes décrits comme aimables, empathiques et attentionnés. Et quand on leur demandait pourquoi,
Elle rationalisait en disant que ces hommes semblaient plus sûrs d'eux, plus intéressants, plus stimulants. Mais la vérité neurologique est bien plus brutale. Le cerveau féminin est programmé pour répondre aux indicateurs de dominance parce que pendant des millions d'années, les hommes dominants étaient les seuls à pouvoir garantir la survie et la transmission génétique réussie. Un homme aimable pouvait être conquis, réduit en esclavage, assassiné par un homme plus fort. Mais un homme, avec des traits de dominance, était celui qui protégeait, celui qui conquérait, celui qui assurait les ressources. C'est pour ça que les femmes disent vouloir un homme sensible, émotionnel, qui pleure avec elles. Mais ensuite elles couchent avec le type qui les traite avec indifférence. C'est pour ça qu'elles disent que le physique ne compte pas, mais finissent avec des hommes qui projettent force et pouvoir. C'est pour ça qu'elles disent chercher l'égalité, mais fondent quand un homme prend le contrôle, sans demander la permission. Sa bouche dit une chose. Sa biologie répond à une autre complètement différente. Machiavel comprenait parfaitement que les gens ne respectent pas ce qui est facilement disponible. Ils respectent ce qui est difficile à obtenir. Et il a appliqué ce principe non seulement au pouvoir politique, mais aux relations entre hommes et femmes. Il a écrit dans des lettres privées que les femmes méprisent les hommes qui se soumettent facilement, peu importe à quel point elles disent valoriser la vulnérabilité et l'ouverture émotionnelle. Et voici le plus perturbant. Quand tu confrontes une femme à cette réalité, quand tu lui montres que ses actions contredisent ses paroles, elle entrera dans le déni absolu, parce que dans son esprit conscient, elle croit sincèrement vouloir de la bonté et du respect. Mais son système limbique, son cerveau primitif, est programmé pour répondre à la dominance et au contrôle. Et ce conflit interne entre ce qu'elle croit consciemment vouloir et ce à quoi elle répond inconsciemment est la source de tout le chaos que tu vois dans les relations modernes. Vérité obscène numéro 3. Les femmes pratiquent l'hypergamie sexuelle de façon si automatique et inconsciente qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles le font. Et quand je dis hypergamie, je ne parle pas seulement de chercher des hommes avec plus d'argent. Je parle de l'évaluation constante, implacable, obsessive, de savoir si elles peuvent obtenir mieux que ce qu'elles ont actuellement. Les données des applications de rencontres sont brutalement révélatrices. Les femmes notent 80% des hommes comme étant en dessous de la moyenne en termes d'attractivité. Pense à ça une seconde. Mathématiquement, il est impossible que 80% soient en dessous de la moyenne. Ce que cela révèle, c'est que les femmes ont une perception distordue où seul le top 20% des hommes est enregistré comme option viable, et le reste n'existe simplement pas pour leur radar sexuel. Mais ça empire. Les recherches sur les modèles de messagerie montrent que les femmes concentrent leur attention sur le top 5% des hommes, ignorant complètement les 95% restants. Et au sein de ce 5%, elles évaluent constamment qui est la meilleure affaire, qui offre le plus de ressources, le plus de statut, les gènes les plus supérieurs. C'est une compétition impitoyable où l'homme moyen ne se qualifie même pas pour participer. Et voici ce qui est obscène. Cette hypergamie ne s'arrête pas quand elle entre dans une relation. Les études sur l'infidélité féminine montrent que les femmes sont plus enclines à tromper lorsqu'elles perçoivent que leur partenaire a diminué en valeur relative, que ce soit par la perte d'un emploi, la perte de statut social, ou simplement parce qu'elle a trouvé quelqu'un qu'elle perçoit comme supérieur. Ce n'est pas qu'elle cherche la variété comme les hommes. Elle cherche une mise à niveau, un remplacement, une meilleure version. La psychologie évolutive explique cela parfaitement. Les femmes avaient une fenêtre reproductive limitée. Donc chaque choix de partenaire était critique. Elles ne pouvaient pas se permettre le luxe de rester avec un homme de faible valeur quand il y avait la possibilité d'accéder à un homme de plus grande valeur. Alors elles ont développé cette capacité de scanner constamment l'environnement, d'évaluer les options et de se préparer à sauter sur une meilleure opportunité si elle se présentait. C'est pourquoi tu ne peux jamais te détendre complètement avec une femme. C'est pourquoi tu dois maintenir ta valeur constamment élevée.
C'est pourquoi au moment où tu montres une faiblesse prolongée, au moment où tu arrêtes de grandir, au moment où tu deviens prévisible et stagnant, son cerveau primitif active le mode recherche de remplacement. Et le plus brutal, c'est que cela se produit complètement hors de son contrôle conscient. Vérité obscène numéro 4. Et celle-ci va en enrager beaucoup. Les femmes utilisent le sexe comme outil de manipulation et de contrôle de façon si naturelle et automatique que pour elles, ce n'est même pas de la manipulation. C'est simplement une stratégie de survie. Frère, pour les hommes, le sexe est une fin en soi. Pour les femmes, c'est un moyen pour parvenir à une fin. Et cette fin est d'extraire de l'engagement, des ressources, de l'investissement émotionnel et du statut de la part de l'homme. Observe les modèles. Au début d'une relation, quand elle ne t'a pas encore engagé, le sexe est fréquent, il est passionné, il est varié. Elle initie, elle expérimente, elle fait des choses qu'elle ne ferait jamais plus tard. Pourquoi? Parce qu'elle est en mode capture. Elle utilise le sexe comme appât pour t'accrocher émotionnellement. Et ça fonctionne parfaitement parce que le cerveau masculin libère des quantités massives d'ocytocine et de dopamine pendant le sexe, créant un attachement chimique profond. Mais observe ce qui se passe une fois qu'elle t'a engagé. Une fois qu'il y a la bague. Une fois qu'il y a l'hypothèque partagée. Une fois qu'il y a des enfants. Le sexe diminue dramatiquement en fréquence. Les statistiques sont dévastatrices. Les couples mariés rapportent avoir des relations sexuelles en moyenne moins d'une fois par semaine. Et cela diminue année après année. Et quand cela arrive, c'est du sexe ennuyeux, prévisible, sans passion. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus besoin d'utiliser le sexe comme outil de capture. Elle t'a déjà attrapé. Et voici ce qui est le plus manipulateur. Elle utilisera la rétention du sexe comme punition et l'octroi du sexe comme récompense. Tu as fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Tu t'es comporté d'une façon qu'elle considère inacceptable. Tu as montré de la faiblesse. Le sexe disparaît. Mais quand tu fais ce qu'elle veut, quand tu réponds à ses attentes, quand tu démontres de la valeur, le sexe réapparaît magiquement. Et les hommes tombent dans ce schéma de conditionnement opérant sans même s'en rendre compte. Les études neuropsychologiques montrent que les femmes ont beaucoup plus de contrôle conscient sur leur désir sexuel que les hommes. Pour elles, le désir n'est pas cette impulsion incontrôlable. C'est quelque chose qu'elles peuvent activer ou désactiver en se basant sur le contexte, l'état émotionnel, l'évaluation de la relation. C'est un outil qu'elles peuvent utiliser stratégiquement. Et elles l'utilisent avec une efficacité dévastatrice. Machiavel a observé dans ses écrits sur le pouvoir que celui qui contrôle les ressources contrôle la relation. Et dans les relations hétérosexuelles modernes, le sexe est la ressource la plus précieuse qu'elle possède et que tu désires. Donc, qui contrôle l'accès au sexe, contrôle la dynamique complète de la relation. Et, frère, elle le sait instinctivement. C'est pourquoi tu ne verras jamais une femme supplier pour du sexe de la façon dont les hommes le font. Parce que pour elle, ce n'est pas un besoin, c'est une monnaie d'échange. Et le plus obscène dans tout ça, c'est que si tu confrontes une femme sur ce schéma, si tu lui signales qu'elle utilise le sexe comme outil de manipulation, elle s'offensera profondément. Elle dira que tu es vulgaire, que tu ne comprends pas qu'elle a besoin de connexion émotionnelle pour ressentir du désir, que le sexe pour les femmes est différent. Et techniquement, elle a raison. C'est différent. C'est stratégique. C'est transactionnel. C'est manipulateur. Mais admettre cela détruirait sa propre image et son pouvoir. Alors elle le nie avec toute la conviction du monde. Nous arrivons à la vérité obscène numéro 5, la plus perturbante de toutes. Les femmes sont capables de réécrire complètement leur histoire personnelle et leurs émotions passées pour s'ajuster à leur récit présent. Et quand je dis réécrire, je ne parle pas de mentir consciemment. Je veux dire que son cerveau altère littéralement ses souvenirs pour maintenir une cohérence avec ce qu'elle croit sur elle-même dans le présent. La neuroscience de la mémoire a démontré que chaque fois que nous nous souvenons de quelque chose, nous reconstruisons ce souvenir. Nous ne le reproduisons pas. Et les femmes ont une capacité beaucoup plus développée que les hommes pour altérer ces reconstructions
en se basant sur leur état émotionnel actuel. Si maintenant elle te déteste, elle se souviendra de votre relation complète comme abusive et terrible, même si à l'époque elle disait que tu étais l'amour de sa vie. Cela explique des phénomènes qui confondent brutalement les hommes. Ils terminent une relation où elle jurait t'aimer, où elle semblait heureuse, où tout semblait fonctionner. 6 mois plus tard, tu la rencontres et elle parle de toi comme si tu étais un monstre. Elle raconte des histoires de choses que tu as soi-disant faites qui ne sont jamais arrivées. Elle décrit la relation comme un cauchemar alors que tu as des photos d'elle souriant à chaque instant. Est-elle en train de mentir délibérément? Pas nécessairement. Son cerveau a authentiquement réécrit ses souvenirs. Les études sur la mémoire émotionnelle montrent que les femmes traitent les souvenirs avec une charge émotionnelle beaucoup plus forte que les hommes. Et cette charge émotionnelle peut contaminer et altérer complètement les détails factuels du souvenir. Si dans le présent elle ressent de la douleur ou de la colère envers toi, cette émotion actuelle colore tous les souvenirs passés, les transformant en expériences négatives même si sur le moment elles étaient positives. Et voici ce qui est véritablement obscène. Cette capacité de réécriture émotionnelle fait des femmes des témoins totalement non fiables de leur propre expérience. Elles peuvent te dire avec une sincérité totale que quelque chose s'est passé d'une certaine façon et avoir complètement tort parce que leur reconstruction mémorielle est distordue par leur état émotionnel présent. Mais comme elles sentent que le souvenir est authentique, elles défendront leur version avec une conviction absolue. Machiavel a écrit sur la différence entre la réalité objective et la réalité perçue, notant que la seconde est plus puissante que la première en termes de comportement humain. Les femmes vivent presque complètement dans la réalité perçue. Leur vérité n'est pas ce qui s'est objectivement passé, c'est ce qu'elles sentent qu'il s'est passé. Et cette vérité émotionnelle change constamment en se basant sur leur état présent. Cela crée une situation impossible pour les hommes. Toi, tu te souviens des faits objectifs. Tu as une version linéaire et cohérente de ce qui s'est passé. Mais elle a une version qui change selon comment elle se sent aujourd'hui. Et quand ces deux versions s'entrechoquent, quand tu essayes d'utiliser la logique et les faits pour contredire son récit émotionnel, elle t'accusera de gaslighting, d'invalider ses sentiments, de ne pas comprendre son expérience. Parce que pour elle, ce qu'elle ressent est plus réel que ce qui s'est objectivement passé. Et le plus perturbant de tout est que cette capacité de réécriture ne se limite pas aux relations passées. Elle l'utilise en temps réel, pendant les conflits, au milieu d'une dispute. Elle peut dire que tu fais toujours quelque chose que tu n'as jamais fait. Elle peut t'accuser de ne jamais faire quelque chose que tu fais constamment. Elle peut décrire un modèle de comportement de ta part qui est complètement opposé à la réalité. Et quand tu lui signales la contradiction avec des preuves claires, au lieu de reconnaître l'erreur, elle doublera la mise sur sa posture parce que son émotion présente est plus forte que n'importe quelle preuve objective. Maintenant, frère, ces 5 vérités obscènes ont une application pratique que tu as besoin de comprendre si tu veux naviguer dans les relations modernes sans être détruit. Premièrement, accepte que l'amour féminin est conditionnel. Arrête de chercher l'amour inconditionnel d'une femme. Il n'existe pas. Au lieu de cela, concentre-toi sur le fait de maintenir ta valeur constamment élevée. Ne stagne jamais. N'arrête jamais de t'améliorer. Ne montre jamais de faiblesse prolongée parce qu'au moment où ta valeur décline, son amour s'évapore. Deuxièmement, comprends que l'attraction féminine répond à la domination, pas à la bonté. Cela ne signifie pas être cruel ou abusif. Cela signifie être un leader fort, prendre des décisions sans t'excuser, maintenir tes limites inébranlables, ne jamais céder ton cadre. La bonté vient après le respect, jamais avant. Si elle ne te respecte pas d'abord, ta bonté sera interprétée comme de la faiblesse. Troisièmement, reconnais l'hypergamie comme une constante. Elle sera toujours en train d'évaluer les options. Elle sera toujours en train de scanner pour quelque chose de mieux. Ton travail n'est pas d'empêcher qu'elle évalue. C'est de t'assurer que lorsqu'elle évalue, la conclusion soit qu'il n'existe pas de meilleure option que toi. Maintiens ton statut élevé.
Garde des options disponibles. Ne deviens jamais complètement prévisible. Le jour où tu arrêtes d'être un défi est le jour où elle active sa recherche de remplacement. Quatrièmement, ne négocie jamais pour du sexe. Ne supplie jamais. N'utilise jamais le sexe comme indicateur de ta valeur dans la relation. Si le sexe est retenu, ce n'est pas un problème de sexe. C'est un problème d'attraction et de respect. Règle-le en restaurant ta valeur et tes limites, pas en suppliant pour du sexe. Et si après avoir restauré ces choses, le sexe ne revient pas, alors tu as ta réponse sur la question de savoir si cela vaut la peine de maintenir cette relation. Et cinquièmement, comprends que vous opérez dans des réalités différentes. Tu opères dans les faits objectifs. Elle opère dans la vérité émotionnelle. Tu ne gagneras jamais une dispute en utilisant la logique contre l'émotion. Au lieu de cela, apprends à gérer ces états émotionnels sans t'accrocher au contenu de ce qu'elle dit. Quand elle est émotionnellement altérée, sa version de la réalité sera distordue. Ne la corrige pas sur le moment. Attends qu'elle se calme. Et ensuite, si c'est nécessaire, établis des limites sur le comportement, pas sur sa version des faits. Machiavel a clôturé l'un de ses textes les plus polémiques avec une observation qui résume tout cela parfaitement. Il a écrit qu'il vaut mieux comprendre la nature humaine telle qu'elle est, que de désirer qu'elle soit comme nous aimerions qu'elle soit. Et la nature féminine, frère, est exactement ce que tu viens d'apprendre. Elle n'est ni bonne, ni mauvaise. Elle est, simplement, ton travail n'est pas de la juger, c'est de la comprendre et de naviguer au sein de cette réalité. Frère, si ce contenu t'a ouvert les yeux d'une façon que tu n'avais jamais expérimentée, si tu comprends finalement des comportements qui te confondaient depuis des années, alors abonne-toi et deviens membre de la chaîne. Les membres reçoivent des analyses encore plus profondes de ces vérités, des stratégies spécifiques pour chaque situation, et l'accès à une communauté d'hommes qui opèrent dans la réalité, pas dans des fantasmes romantiques. Et maintenant, je veux ta participation. Dans les commentaires, écris laquelle de ces 5 vérités obscènes t'a le plus impacté. Laquelle explique des expériences que tu as eues, mais que tu n'as jamais pu comprendre. Ton commentaire peut aider d'autres hommes à traiter ces vérités et à les appliquer dans leur propre vie. Rappelle-toi, l'ignorance est confortable, mais elle te garde esclave. La connaissance est inconfortable, mais elle te rend libre. Et ces 5 vérités sont les clés de ta liberté. Utilise-les sagement, pas pour haïr les femmes, mais pour les comprendre complètement. Pas pour être cruel, mais pour être stratégique. Pas pour détruire des relations, mais pour les construire sur des fondations de réalité, au lieu de la fantaisie. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer exactement comment appliquer ces vérités dans des situations spécifiques. Comment détecter quand elle est en train de réécrire la réalité. Comment répondre quand elle utilise le sexe comme manipulation. Comment maintenir ta valeur suffisamment élevée pour que son hypergamie ne trouve rien de mieux. Ne manque pas ça, parce que cette connaissance appliquée est la différence entre être contrôlé et avoir le contrôle. D'ici là, reste fort, reste lucide, et n'oublie jamais que comprendre la vérité, peu importe à quel point elle est obscène, est toujours mieux que de vivre dans une illusion confortable. Les illusions te gardent faible. La vérité te rend fort, et seuls les hommes forts construisent des vies qui valent la peine d'être vécues. On se voit dans la prochaine vidéo. Machiavel a écrit que le pouvoir appartient à celui qui contrôle le récit. Et crois-moi, aucune stratège moderne ne maîtrise cela mieux qu'une femme qui a décidé de te tromper. Un pote a découvert que sa copine parfaite, celle qui prêchait la loyauté, celle qui pleurait devant des films d'infidélité, était avec un autre depuis 6 mois. Le plus brutal n'a pas été la trahison. C'était de découvrir le système. 7 techniques précises, calculées, quasi militaires.
Elle n'a rien improvisé. Elle a tout planifié. Et il n'a jamais eu aucune chance, car il n'a jamais soupçonné la mauvaise personne. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors, commençons. Quand une femme décide de te tromper, elle ne le fait pas comme dans les films. Il n'y a pas de message laissé par mégarde, ni de parfum étrange sur la chemise. Non, elle étudie d'abord le terrain. Et son arme principale n'est pas la tromperie en soi. C'est quelque chose de bien plus raffiné. Ta confiance. Tu te souviens de ce pote que j'ai mentionné? Ce qui l'a le plus détruit n'a pas été de découvrir l'infidélité. C'était de réaliser que les 3 derniers mois, juste quand elle était la plus affectueuse, la plus attentionnée, la plus présente, étaient les mois de la trahison. Alors qu'il pensait « enfin on se reconnecte », elle construisait un écran de fumée si parfait qu'elle s'est même convaincue elle-même qu'elle était une bonne personne. Machiavel a compris quelque chose que la majorité ignore. Les actions ne révèlent pas toujours les intentions. Parfois, elles les déguisent. Et quand une femme ressent de la culpabilité, elle ne la traite pas comme tu l'espères. Elle ne s'éloigne pas. Elle n'agit pas bizarrement. Elle fait exactement le contraire. Elle t'inonde d'affection. Elle te cuisine ton plat préféré un mardi au hasard. Elle t'envoie des messages toute la journée. Elle te serre plus fort dans ses bras. Et toi, que fais-tu? Tu baisses complètement ta garde. Pense-y une seconde. Quand as-tu remis quelque chose en question pour la dernière fois alors que tu te sentais aimé? Exactement. Jamais. Parce que dans notre tête, affection équivaut à honnêteté. C'est un raccourci mental que nous avons tous. Et elle le sait. Être pas consciemment. Mais elle le sait. La culpabilité la pousse à compenser. Et cette compensation devient ton anesthésie émotionnelle. Regarde. Je vais te donner un exemple bien concret. Une connaissance m'a raconté que son ex avait commencé à lui laisser des petits mots dans sa gamelle. Des petits mots. À 32 ans. Je t'aime. Tu es mon monde. J'ai hâte de te voir aujourd'hui. Il était sur un nuage. Il s'en vantait même auprès des potes. Sérieux, j'ai trouvé la bonne. 2 mois plus tard, il a découvert que chaque mot correspondait exactement au jour où elle voyait l'autre. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la comptabilité émotionnelle. Pour chaque rencontre avec lui, un mot pour toi, un équilibre parfait. Et le plus dingue, c'est que ça marche parce que ça fait appel à quelque chose de primitif en nous. Quand quelqu'un nous donne de l'affection, notre cerveau libère de l'ocytocine. On se détend, on devient confiant. C'est biologique. Elle n'a pas besoin d'être un génie de la manipulation. Elle a juste besoin de suivre ses instincts de survie émotionnelle. La culpabilité la brûle de l'intérieur. Alors, elle te baigne d'affection pour l'éteindre. 2 problèmes résolus. Elle se sent mieux avec elle-même. Et tu arrêtes de poser des questions gênantes. Dis, si ça te parle, suis-moi ici sur la chaîne. Maintenant, comment distinguer l'affection sincère de l'affection stratégique? Par le timing. C'est toujours le timing. L'affection réelle est constante. Elle a des hauts et des bas normaux. Elle répond à la vie que vous partagez. Mais l'affection tactique apparaît à des moments bien trop opportuns. Juste après une dispute, où tu as remis quelque chose en question. Juste après une soirée où elle est rentrée tard du travail. Juste quand tu commençais à sentir que quelque chose ne collait pas. C'est comme si elle avait un bouton d'urgence émotionnelle. Et chaque fois qu'elle sent que tu te rapproches de la vérité, elle appuie dessus. Elle te donne une dose de « tout va bien ». Et toi, tu recules. Non pas parce que tu es bête, mais parce que tu veux y croire. Parce que douter de quelqu'un qui te serre dans ses bras en te disant « je t'aime », ça donne l'impression de trahir quelque chose de sacré.
Mais voici la vérité brutale. Elle ne trahit rien du tout quand elle te trompe et te dit qu'elle t'aime. Dans son esprit, ces deux choses peuvent parfaitement coexister. Parce que l'amour qu'elle te montre n'est pas un mensonge à ce moment-là. C'est de la culpabilité traitée, transformée en affection. C'est sa manière d'équilibrer la balance interne. Elle te donne ce dont tu as besoin pour que tu ne vois pas ce qui ne doit pas être vu. Et c'est là que ça se complique encore plus. Et c'est justement pour ça que la deuxième tactique est encore plus tordue. Parce qu'une fois qu'elle a réussi à te faire baisser ta garde avec de l'affection, elle doit construire quelque chose de plus permanent. Elle a besoin que tu normalises l'ennemi. Tu sais quel est le coup de maître? Te présenter le type. Oui, tu as bien entendu. Elle ne cache pas l'autre homme. Elle te le met sous le nez. Mais elle le déguise si bien que toi-même tu finis par défendre son innocence. C'est Javier, mon collègue de travail. Super sympa. Il a même une copine. Ou, ma préférée. C'est comme mon frère. Je te le jure. Et c'est là qu'est l'astuce. Elle n'est pas transparente. Elle est en train de te vacciner. Parce que Machiavel l'avait très bien compris. Qui contrôle le récit, contrôle la réalité. Et en te le mentionnant en premier, elle devance tes soupçons. Étienne, en devance tes soupçons. Elle t'entraîne pour que chaque fois que tu vois ce nom sur son téléphone, ton cerveau pense automatiquement « Ah, l'ami, l'inoffensif. Laisse-moi te raconter ce qu'un cousin m'a dit. » Son ex mentionnait un certain Andrés. Chaque semaine. André ci, André ça. Toujours dans des contextes super décontractés. Andrés m'a recommandé cette série. Andrés m'a aidé avec le rapport. Mon cousin plaisantait même. Putain, j'ai envie de rencontrer cet Andrés qui est si génial. L'ironie est brutale, non? Parce que lorsqu'il a découvert la vérité 6 mois plus tard, il s'est rendu compte qu'elle construisait l'alibi parfait depuis le premier jour. Elle n'a pas caché Andrés. Elle l'a normalisé jusqu'à ce qu'il fasse partie du décor. Et voici le plus dingue. Souvent, ça commence comme une véritable amitié. Je ne te mens pas. Elle et le type sont vraiment juste amis au début, mais la proximité émotionnelle grandit sans que personne ne le remarque. Ils commencent à discuter davantage. Elle lui raconte des choses. Il l'écoute d'une manière que tu ne fais peu. Être plus. Parce que vous êtes ensemble depuis des années. Et à un moment donné, sans date précise, sans moment dramatique, la ligne est franchie. Ce qui rend cela particulièrement efficace, c'est qu'elle croit elle-même au mensonge. Elle ne sent pas qu'elle est malhonnête, parce que techniquement, ils ne sont qu'amis, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Mais à ce moment-là, ça fait des mois qu'elle le mentionne avec tant de naturel, que si tu remets quelque chose en cause, tu passes pour l'insécurisé, le jaloux, le toxique. Elle a retourné l'échiquier si lentement que tu n'as pas remarqué quand les règles ont changé. Pense-y. Combien de fois as-tu entendu « Alors maintenant je ne peux plus avoir d'amis hommes ». C'est la défense parfaite. Parce que bien sûr qu'elle peut en avoir. Personne de sensé ne dirait le contraire. Mais ce n'est pas la vraie question. La vraie question est « Pourquoi cet ami en sait-il plus sur ta relation que toi sur la leur ?» Pourquoi lui raconte-t-elle ce qu'elle ne te dit plus à toi? Pourquoi, quand vous vous disputez, c'est auprès de lui qu'elle se défoule? Pas avec toi. La réponse est simple. Mais elle fait mal. Parce qu'émotionnellement, elle t'a déjà remplacé. L'acte physique n'est qu'une question de temps et d'opportunité. Mais la véritable infidélité, celle qui compte, a déjà eu lieu. Dans les conversations à l'aube, dans les rires qui étaient autrefois les tiens, dans l'intimité, partagée sans se toucher. Et vous savez ce qui est le plus tordu dans tout ça? C'est que quand tu le découvres enfin et que tu la confrontes, elle a le culot de dire « Mais je t'ai toujours parlé de lui, je ne t'ai jamais rien caché. » Et, techniquement, tu as raison, elle t'a tout dit. Sauf que c'était emballé dans un récit si innocent que ton cerveau a classé l'information comme non pertinente. C'est comme ces magiciens qui te montrent exactement ce qu'ils vont faire.
mais manipule ton attention pour que tu regardes ailleurs. Elle t'a montré le type. Elle t'a parlé de lui. Elle te l'a peut être même présenté, mais elle a contrôlé le cadre de référence. Et dans ce cadre, il était inoffensif, jusqu'à ce qu'il cesse de l'être. Maintenant, comprends bien ceci. Il ne s'agit pas de lui interdire des amitiés ni de devenir paranoïaque. Il s'agit de reconnaître les schémas. Quand elle commence à te comparer subtilement à cet ami, c'est là le signal. C'est que Javier, lui, m'écoute quand je parle. André comprend ces choses-là. Ce sont des comparaisons qui semblent innocentes, mais qui pavent le chemin. Laisse un conseil dans les commentaires que tu donnerais à d'autres hommes qui traversent ça. Peut-être que ton expérience sauvera quelqu'un de tomber dans le même piège. Parce que ce qui vient ensuite est encore plus élaboré. Maintenant, c'est là que les choses deviennent vraiment tordues. Parce que tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, l'affection stratégique, la normalisation de l'autre, ne fonctionne que si elle réussit quelque chose de fondamental. Que sa vie ait l'air absolument normale, prévisible, voire ennuyeuse. Et voici le revirement que peu comprennent. Les femmes qui trompent vraiment ne changent pas leur routine. Elles les utilisent comme camouflage. Laisse-moi t'expliquer. Quand un homme trompe, c'est évident. Il commence à rentrer tard. Il invente des réunions bizarres. Il met des vêtements qu'il ne porte jamais. Il est maladroit, car il pense que cacher, c'est disparaître. Mais les femmes comprennent quelque chose de plus sophistiqué. Cacher, c'est montrer exactement ce que tu as toujours montré, mais avec un contenu différent. Elle continue d'aller à la salle de sport les mardis et jeudis. Elle continue d'avoir sa soirée entre filles le vendredi. Elle continue de sortir du travail à 10 à 8 heures. Tout est identique. Mais ce qui change, ce sont les détails invisibles au sein de cette structure. La salle de sport se termine maintenant 40 minutes plus tard parce qu'ils ont ajouté des étirements. La soirée entre filles est maintenant dans un bar à l'autre bout de la ville. Elle sort du travail à 10 à 8 heures. Mais il s'avère qu'elle devait passer au supermarché et son téléphone n'avait plus de batterie. Machiavel a écrit qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé si l'on ne peut être les deux. Mais je te dis quelque chose de plus applicable ici. Il est plus sûr d'être prévisible que mystérieuse. Si ce que tu cherches est la liberté de trahir. Parce que le mystère génère des questions. La routine génère une confiance aveugle. Une connaissance m'a raconté un truc qui m'a glacé le sang. Son ex avait yoga tous les mercredis depuis 2 ans. 2 ans. Il n'y pensait même pas. Ça faisait partie du décor, comme le café du matin. Jusqu'au jour où, par hasard, il est passé devant le studio de yoga, et c'était fermé. Fermé depuis 3 mois pour travaux. Où était-elle tous ces mercredis? Avec l'autre. Mais comme la structure semblait identique, elle partait à 10 à 9 heures, revenait à 20 et 1h30, ça n'a jamais éveillé les soupçons. C'est de l'architecture du mensonge. Tu ne construis pas quelque chose de nouveau et de suspect. Tu réutilises ce qui existe déjà, et tu en changes le contenu sans toucher à la forme. Et le plus dingue, c'est que ça marche parce que nous, les hommes, faisons confiance au modèle. Si quelque chose semble familier, nous le marquons comme sûr. Notre cerveau est conçu pour économiser de l'énergie. Donc, ce qui est prévisible ne déclenche pas d'alarme. Elle le sait. Et elle utilise ta propre neurologie contre toi. Pense-y de cette façon. Si demain ta femme te dit « Je vais sortir avec de nouvelles amies dans un endroit où je ne suis jamais allé », ton radar s'active automatiquement. Mais si elle te dit « Je vais à la réunion de toujours avec les filles », ton cerveau ne traite même pas la phrase. C'est du bruit de fond. Et c'est là, dans ce bruit de fond, qu'elle opère. Maintenant, comment distinguer une routine légitime d'un écran de fumée? Par les micro-incohérences. Les histoires qui ne bouclent pas tout à fait. Elle dit qu'elle est allée avec Laura et Carla. Mais quand tu mentionnes Carla par hasard quelques jours plus tard, elle est surprise ou improvise rapidement. Elle dit qu'elles sont allées dans un restaurant italien, mais ne se souvient pas de ce qu'elle a commandé. Ce sont de petits détails, si petits que tu doutes de ta propre perception. Et c'est une autre partie du génie.
Elle ne commet pas de grosses erreurs. Les erreurs sont si subtiles que lorsque tu les remarques, tu te sens ridicule de les remettre en question. Sérieux, tu vas faire un drame parce qu'elle ne se souvient pas du nom du restaurant? Et tu as raison. Ça semble absurde. Mais ce n'est pas une erreur. Ce sont 10 erreurs en 2 mois. Et ton instinct le sait, même si ton esprit te convainc que tu exagères. Voici une question pour toi. À ton avis, qu'est-ce qui génère le plus de soupçons? A. Qu'elle change radicalement sa routine du jour au lendemain. B. Qu'elle garde tout pareil mais avec de petites incohérences dans ses histoires. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi ça. Je veux voir quelle approche l'emporte dans cette vidéo. Ce à quoi tu fais face n'est pas de la négligence. C'est de la pure stratégie. Elle sait que si elle change tout, tu t'en rendras compte. Alors, elle ne change que l'essentiel. Et elle garde la coquille intacte. Comme ces bâtiments historiques qu'on rénove de l'intérieur, mais dont on conserve la façade. De l'extérieur, tout semble pareil. Mais à l'intérieur, c'est une structure complètement nouvelle. Et quand finalement ton instinct crie si fort que tu décides d'enquêter, il est déjà trop tard. Parce qu'elle construit depuis des mois des alibis qui se soutiennent les uns les autres. Chaque petit mensonge étaye le suivant. C'est de l'ingénierie sociale. Et la plupart des hommes n'ont jamais eu aucune chance contre ce niveau de planification. Mais attends, parce que ce qui suit est le moment où elle démontre vraiment sa maîtrise. Alors, quand tu mets tout ça bout à bout, l'affection tactique, la normalisation du rival, la routine comme camouflage, tu réalises quelque chose de perturbant. Elle a construit un système complet. Mais il y a une dernière pièce, la plus brillante et la plus cruelle. Que fait-elle quand tu commences à avoir des soupçons? Parce qu'éventuellement, tu vas sentir que quelque chose ne colle pas. Être que tu ne pourras pas dire exactement quoi. Mais ton instinct te hurle dessus. Et juste là, avant que tu ne réussisses à articuler tes soupçons, elle exécute le coup de maître. Elle retourne complètement l'échiquier. Elle t'accuse, toi. Ce n'est pas agressif. Ce n'est pas évident. C'est subtil, chirurgical. Soudain, c'est toi qui es distant. C'est toi qui as changé. C'est toi qui n'es plus le même. Et si ta confusion est trop évidente, elle ajoute l'estocade finale. Est-ce que par hasard tu vois quelqu'un d'autre? Ça, mon cher, c'est de la redirection psychologique à son apogée. En une seconde, tu es passé d'enquêteur à suspecte. Toute ton énergie mentale, qui était concentrée sur le décryptage de son comportement, est maintenant occupée à défendre ton innocence. Elle n'a pas seulement détourné ton attention. Elle t'a mis sur la défensive dans ta propre accusation. Et ça marche parce que ça fait appel à quelque chose de basique. Personne ne veut être vu comme le méchant. Alors, tu commences à t'expliquer, à te justifier, à démontrer que tu n'as rien fait. Pendant ce temps, elle respire. Elle a gagné du temps. Elle a réajusté sa stratégie. Et le plus tordu, c'est qu'elle a maintenant de la matière pour se justifier elle-même. C'est qu'il ne m'aime plus comme avant. Il est distant. Évidemment, il se passe quelque chose. Machiavel a compris qu'en politique, celui qui définit les termes du débat a déjà gagné la bataille. Et elle vient de tout redéfinir. Il ne s'agit plus de ses mensonges, il s'agit de ton insécurité, de ta jalousie, de ta méfiance. Le récit a changé, sans que tu t'en rendes compte. Un pote a vécu ça à l'extrême. Il a remarqué qu'elle rangeait son téléphone plus vite que la normale. Il lui a demandé, décontracté, « Tiens, avec qui tu discutais ?» Question simple, mais elle a retourné le truc immédiatement. « Pourquoi tu me surveilles tout le temps? Je ne peux plus avoir de vie privée? Je sens que tu ne me fais plus confiance. » Lui, se sentant coupable à cause de la question, s'est excusé. Il s'est excusé d'avoir posé une question tout à fait légitime. 2 mois plus tard, il a découvert la vérité. Mais à ce moment-là, elle l'avait déjà dressé à ne pas poser de questions. C'est ça, le contrôle narratif. Et voici la partie qui fait le plus mal. Souvent, elle-même n'est pas consciente qu'elle le fait.
Ce n'est pas qu'elle s'assoit pour planifier « aujourd'hui je vais le manipuler émotionnellement ». C'est que son cerveau, cherchant à résoudre le conflit interne entre sa culpabilité et son besoin de se justifier, construit automatiquement une version de la réalité où elle est la victime. Il ne me prête plus attention comme avant. Il passe son temps à travailler. Il ne me fait plus me sentir spécial. Dans son esprit, ses plaintes deviennent des raisons. Et si les raisons sont suffisamment fortes, alors ce qu'elle a fait n'était pas une trahison. C'était une conséquence. C'était une réaction à ta négligence. C'était ta faute en réalité. Et c'est là que Machiavel avait raison sur un point inquiétant. Les gens ne se souviennent pas tant de ce que tu as fait, mais de comment tu les as fait se sentir. Alors elle ne se souvient pas des fois où tu étais là. Elle se souvient des fois où tu n'étais pas là. Et ces mémoires sélectives deviennent sa permission morale. Maintenant, comment te protéger de ça? La vérité brutale est qu'il n'y a pas de manuel. Mais il y a des signaux. Quand une personne commence à inverser la culpabilité de manière cohérente, quand chaque conversation difficile finit par toi qui t'excuses, quand tes doutes légitimes sont traités comme des attaques injustifiées, il se passe quelque chose. Faire confiance à quelqu'un ne signifie pas éteindre ton instinct. Ça signifie que ton instinct est tranquille parce que les actions de cette personne sont cohérentes avec ses paroles. Mais quand ton instinct crie et qu'elle te convainc que le problème est ton instinct, pas la réalité, tu as déjà perdu. Parce que tu as renoncé à ta seule boussole interne. Et voici quelque chose qu'il m'a fallu des années pour comprendre. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque. Il s'agit de reconnaître que la naïveté n'est pas une vertu. C'est une vulnérabilité. Machiavel le savait. Il vaut mieux être prudent et se tromper que d'être confiant et découvrir trop tard que tu aurais dû prêter attention. Alors au final, tout se résume à ça. Quand quelqu'un t'aime vraiment, il n'a pas besoin de construire des systèmes élaborés de justification. Il n'a pas besoin de retourner tes doutes contre toi. Il n'a pas besoin d'entraîner ta perception pour ignorer l'évidence. L'amour réel est transparent, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il n'a rien à cacher derrière des structures de défense psychologique. Si ce que je partage résonne en toi, et que tu veux soutenir ce type de contenu, envisage de devenir membre de la chaîne. Je ne vais pas te mentir. Créer ceci prend du temps, de la recherche, et honnêtement, j'ai besoin de savoir qu'il y a des gens qui valorisent ce genre de conversation réelle. Mais il y a quelque chose d'encore plus sombre que tu dois comprendre. Et au final, la vérité la plus brutale est celle-ci. La femme qui te trompe vraiment n'est pas celle qui est évidente. C'est celle qui s'est construit une réputation impeccable. Celle qui parle de loyauté comme si c'était une religion. Celle qui juge les autres pour avoir fait exactement ce qu'elle fait en privé. Parce que sa meilleure défense n'est pas de se cacher. C'est que personne, ni toi, ne puisse croire qu'elle en est capable. Machiavel l'a compris il y a des siècles. Peu importe ce que tu es. Ce qui compte, c'est ce que tu parais être. Et elle maîtrise cette différence mieux que personne. Il ne s'agit pas de se méfier de toutes. Il s'agit d'arrêter d'être naïf avec n'importe qui. La loyauté ne se clame pas sur Instagram. Elle se démontre quand personne ne regarde. Laisse dans les commentaires un conseil que tu donnerais à d'autres hommes. Ton expérience peut sauver quelqu'un de vivre ça. On se voit dans la prochaine.